Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, qui est Andoche Bonnet? Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Je suis Andoche Bonnet, d'un Togolais, comme vous et le jeune frère ou mon fils plutôt à côté. J'ai été, à mon retour d'Europe, enseignant au Ghana, puis après, j'ai été au secrétariat de Kwame Nkrumah, comme son conseiller sur les pays africains francophones. Et de là, je suis retourné en Europe, où je travaillais à l'UNESCO pour un très bref moment. Et après, je suis revenu encore au Ghana. De là, je me suis transformé en interprète de conférences internationales et traducteur. Et c'est ce faisant que j'ai eu le malheur de rencontrer le sergent qui se dit général Eyadema, qui m'a supplié, je dis bien supplié, je choisis bien mes mots, qui m'a supplié de venir travailler avec lui pour changer le Togo, m'avait-il dit. Oui, monsieur Bonnet, bien avant de venir à ce point, dites-nous où est-ce que vous êtes né, dans quel quartier, et comment avez-vous grandi? Parlez-nous un peu de vous, et nous parlerons après de monsieur Eyadema. Bon, je suis né d'un père instituteur et d'une mère catéchiste à Mango, dans le nord du pays, où j'ai passé 3 ans avant de revenir de là, ici, à Lomé, où mon père étant instituteur, comme je l'ai déjà dit, je suis resté avec lui jusqu'à ce que j'ai commencé l'école primaire à l'école de la route d'Adécho en 1944. De là, j'ai fait de nombreuses écoles, étant donné que mon père, instituteur, était affecté de telle école à telle autre, jusqu'en 1949, en 1950 plutôt, je suis parti au Ghana, mon père n'ayant jamais voulu que je fasse le collège moderne et classique, comme le lycée Bonne-Carrère s'appelait avant, et j'ai été envoyé au Ghana pour faire l'école anglaise, pour faire l'école ghanéenne, où j'ai fait une partie du primaire encore, et puis après le West African College de Accra Newtown, jusqu'à la classe de seconde, c'est-à-dire l'équivalent puisque c'était le Form 5. De là, je suis allé en Tchécoslovaquie, j'ai eu une bourse, je suis allé en Tchécoslovaquie, où j'ai fait mes études universitaires, pour quitter la Tchécoslovaquie, aller en Allemagne, où j'ai également terminé un magistère, qui fait l'équivalent du DES de l'époque, puisque la maîtrise n'existait pas. Alors, vous parlez des années 50, dites-nous en ce moment quel était votre habillage politique, c'est-à-dire vous militez pour quel parti, puisqu'on était dans les années d'indépendance. Je dirais d'ailleurs déjà que dès 1946, au début de la lutte, j'accompagnais mon père pour aller aux réunions du culte, pour aller aux réunions politiques, et j'allais après, je retournais au Ghana, je revenais pour les vacances, je m'enthousiasmais de cette lutte politique-là jusqu'à l'indépendance. On s'était battu. Je me rappelle en 1951, quand un curieux gouverneur français, Yves de Gouy, se nommait, avait interdit le voyage de Lomé sur Adécho pour une réunion qu'allait tenir le père de la nation togolaise qui se dessinait à l'époque, Sylvanus Olympio, pour une réunion. Et je me rappelle, et c'est un fait qui m'a marqué, qui me marquera toujours, on a marché sur les 46 km d'ici jusqu'à Adécho. Alors, je ne pouvais bien sûr que militer dans le parti nationaliste, c'est-à-dire le CUT, le comité de l'unité togolaise. Alors, comment a été votre rencontre, ou bien comment avez-vous rencontré le président Eyadema? Dans quelles conditions? J'étais rentré d'Europe en 1970. Je devrais travailler aux affaires étrangères, étant donné que j'avais déjà servi à l'UNESCO, que je parlais un certain nombre de langues, au moins 14 langues à l'époque. Les gens avaient cru que pour ça, je serais mieux aux affaires étrangères
en utilisant les langues. Mais là, aux affaires étrangères, il m'avait été demandé d'aller faire une visite de courtoisie à Yadema avant mon recrutement, ce que j'avais refusé. J'ai dit non, parce que nous avions un dégoût, un dédain profond pour Yadema, c'est-à-dire tout cadre universitaire, tout intellectuel avait un dégoût profond pour Yadema. Alors j'ai refusé. À quoi cela a été dû, ce dégoût, ce dégoût pour M. Yadema? Nous étions rentrés, comme je le disais, en 70. Quand nous voyions la manière dont il gouvernait le pays, la brutalité, les viols des femmes mariées, des jeunes filles de 13-14 ans et tout ça, nous l'apprenions déjà en Europe, qui nous dégoûtait. Nous ne l'avions pas aimé. Alors de rentrer et aller travailler surtout sous un analphabète au complet, nous avons dit non. Mais pourtant, vous avez collaboré avec lui. Je parle de 70 quand j'étais rentré. Ouais. En 75, il a eu l'honneur de me rencontrer à la conférence, au sommet de la conférence de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à Lagos, que j'avais servi. C'était moi qui étais l'interprète et organisateur des services linguistiques de cette conférence. Et là, il a su que j'étais le bonnet dont on parlait, puisqu'effectivement on parlait de moi, parce qu'étant à Accra, je venais ici pour des conférences internationales. C'était moi comme qu'il pouvait, nous n'étions que 7 sur toute l'Afrique à l'époque. Il entendait parler de moi, il était curieux de savoir comment et qui j'étais. Nous étions donc rencontrés à la conférence de la CEDEAO à Lagos, et quand il a vu mes prestations hautes, il a insisté, il a voulu que... C'est ainsi que nous étions rencontrés. Donc c'est en fait lui qui vous a fait appel. Oui, bien sûr, oui, oui. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de M. Yadema, comment il était, qui était-il en réalité? Il est difficile, c'est-à-dire de parler sans que l'on ne vous traite d'injurieux, que l'on ne dise que vous traitiez un chef d'État. Je ne sais pas s'il était véritablement chef d'État, je ne sais pas si nous avions un État en dehors des hauts fonctionnaires, des travailleurs togolais qui sont laborieux, qui sont sérieux, qui sont intelligents, qui sont consciencieux, que vous parliez d'un chef d'État de tel. Et Yadema, je dois le dire ouvertement, franchement, était un véritable rustre, brutal et très peu intelligent. Oui, c'est-à-dire en quel sens? Ossaoui n'avait pas de manière. Ça a été son interprète. C'est là où je me suis dit qu'il n'était pas du tout intelligent. Quand des délégations étrangères venaient, des missions étrangères venaient, ce qu'il vous demande de dire à ces délégations était un peu trop bas pour un cadre universitaire. De dire, également, même dans ce milieu de la diplomatie, de la politique internationale, de le dire. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où je dis qu'il était un peu intelligent. Alors, dans ce cas, par exemple, comment faites-vous? Quand, par exemple, il vous demandait de dire certaines choses qui n'étaient pas convenables, comment faisiez-vous en ce moment? Parfois, je disais carrément le contraire. Qu'il puisse honorer notre pays que nous, Togolais, nous tous, nous aimons beaucoup. Donc, ce qui veut dire que, malgré que vous soyez à ses côtés, vous le détestiez? C'est-à-dire que vous aviez une antipathie pour lui, malgré que vous soyez à ses côtés? Bon, je vais vous dire la vérité aussi, pendant un an plein, je l'ai beaucoup soutenu, je l'ai beaucoup aidé. Je disais, s'il me demandait de dire certaines choses, je transformais la chose et je lui dis, Monsieur le Président, je me suis permis de dire ceci ou cela, parce que ce sont souvent des affaires que je connais, sur le Togo que je connais beaucoup mieux que lui, sur le monde diplomatique également, que je connais, comme vous l'appelez, mieux que lui, et je lui disais. Mais dans d'autres cas, il dit, par exemple, certaines choses que je ne peux pas dire, par exemple aux gens. Alors là, je le dis, je dis ce qui peut ne pas trop salir le pays. Alors, lorsque vous étiez à ses côtés, est-ce que vous n'aviez pas eu l'envie pour sauver l'honneur du peuple togolais, lui dire, par exemple, de démissionner, de laisser le pouvoir? Il ne vous est jamais arrivé de lui dire la vérité en ce sens? Je l'avais déjà dit qu'il était rustre. Dire, il y a des gens qui démissionner, il pourra vous tuer. Et je ne lui ai jamais dit, mais pourtant je vais porter beaucoup
conseils heureux pour le pays sur la manière de gérer le pays, ça oui. Mais je savais pourquoi j'étais entré à la présidence. Et j'étais d'ailleurs, j'avais accepté d'entrer à la présidence sur les conseils de deux de nos aînés, le vénérable docteur Hospice Coco, qui a été premier ministre des Finances plutôt de feu Sylvanus Olympio, et également le docteur Fiato, qui était maire de la ville de Lomé, un conseiller très proche du président Sylvanus, qui m'ont dit, mais écoutez, allez-y. Puisque je dis, il a mis 5 ans pour me faire la cour, et une cour assidue. 5 ans. De 75 jusqu'en 79, quand j'entrais à la présidence, le 2 mai 1979. Alors là, j'étais entré pour voir ce que faire, comment faire, pour pouvoir corriger les choses au pays. Et comment est arrivé le clash entre vous et M. Yadémon? C'est-à-dire, quel a été le désaccord? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, la première fois, nous étions allés en visite en France et en Yougoslavie. Yougoslavie, c'était lors des funérailles du président, du maréchal Tito, où un incident bien banal s'était passé, où les gens descendant de l'avion, les gens avaient cru que c'était moi, par exemple, le président, qui était venu. Les caméramens étaient venus se ruer sur moi pour prendre. J'ai essayé de m'éclipser pour permettre à ce qu'ils prennent plus tôt. Il avait poussé brutalement. Il était tombé et c'était Akpo. Et le directeur du protocole d'État qui l'avait aidé à se relever, le directeur, c'était Dagobi, M. Paul Dagobi, qui l'avait aidé à se relever. Et c'était un accident apparemment banal, mais alors qu'il avait beaucoup heurté. Dans la même journée, les 2 heures qui ont suivi, nous étions partis de l'aéroport de Belgrade à Belgrade, la ville de Belgrade, l'hôtel de ville, où on affichait à notre arrivée une très grande photo de ma personne, disant que c'était l'arrivée du président de la République du Togo. 2e incident. Le 3e incident, dans la même journée, quand, ayant quitté, il avait voulu passer la nuit à Belgrade afin de discuter avec le premier vice-président de la République yougoslave, mais à cause de ces incidents, il n'a plus pu le faire. Nous étions partis de Belgrade pour Nice, où se tenait le dernier sommet de Giscard d'Estaing. C'est là où un autre incident s'était passé. À Nice, à l'atterrissage de notre avion, il y avait le maire, Jacques Médecin, le maire de la ville de Nice, qui était rentré dans l'avion pour nous accueillir. En entrant, il dépasse Yadémon pour venir s'incliner devant moi, pour dire, votre excellence, monsieur le président, vous êtes la bienvenue à Nice. C'était le dernier plus grave incident. Il s'était levé, il est descendu, et les gens avaient cru que c'était la fin, c'était la fin de ma vie, qu'il allait me tuer ou autre. Moi, j'ai dit non, je l'ai pris avec philosophie et courage. Et c'est là où, revenu ici, il a demandé que l'on m'arrête. C'était, pour dire la vérité, c'était pas lui, tout rustre qui était, c'était pas lui qui avait demandé à ce que c'était Nachaba et Ahiagnon, ministre des Affaires étrangères, et 2 autres intrigants qui étaient dit que c'était le signe du destin. Si on ne m'arrêtait pas, on ne me tuait pas immédiatement par cet incident-là, j'arriverais à le renverser. C'est là où on m'avait arrêté. Le soir du dimanche 25 mai 1980, on devrait me tuer, mais heureusement Dieu m'en a sauvé. Alors avant de parler de cette arrestation, M. Bonnet, dites-nous, comment se fait-il que ce soit vous, que les gens on reconnaisse comme chef de l'État à l'époque, alors que c'était lui le chef de l'État? Comment expliquez-vous cela? Je me l'explique par son état d'être. C'est-à-dire, monsieur n'était pas beau, alors que malheureusement j'étais beau. Monsieur n'avait pas d'élégance, j'étais malheureusement élégant. Il n'avait pas d'allure, j'avais d'allure. Et quand on a vu, les gens s'étaient trompés avec lui, que c'était très simple. Alors maintenant, par rapport à l'arrestation, dans quelles conditions, comment cela a été fait? Cette arrestation s'était passée devant la maison du palais du Congrès.
où j'étais sorti, tout simplement. Et j'étais là avec le ministre des Finances du Bénin, M. Isidore Amoussou, quand soudain, j'avais une voiture de gendarmerie qui arrivait avec le lieutenant Douti, je me rappelle très bien qui était là-bas, avec lui une douzaine, qui me dit, le voilà, prenez-le, comme ça. Il s'était jeté sur moi, et puis il m'avait enlevé. Et ils vous ont conduit où? À la gendarmerie. Et ça a été comment? Ils vous ont torturé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non, ça dit, quand tu es arrivé là, ce même Douti qui me demandait, oui, M. Bonnet, que se passe-t-il? Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas aussi comprendre, c'est-à-dire que c'était lui-même qui était venu m'arrêter. Je ne comprenais pas. Et j'ai dit non, je ne répondais pas. C'est-à-dire, je n'ai rien dit, mais alors je ne répondais pas tout simplement. Quelques 10 minutes après, il y a le colonel ou le commandant aussi qui était arrivé. Alors là, je me suis dit, ah, j'étais sauvé, puisque Haïti me connaissait, il y avait de bons rapports entre lui et moi, et que surtout, Haïti connaissait les liens, les rapports qu'il y avait entre Yadem et moi. Alors quand Assis arrive, il me dit, mais écoutez, M. Bonnet, il s'assied, M. Bonnet, oui, que se passe-t-il? Là, j'ai eu le droit de lui demander à vos agents, que je n'ai pas compris. C'est ainsi qu'ils étaient venus se jeter sur moi et m'ont transporté ici. Et ils me disent, les trois, il y avait le lieutenant Douti, et puis deux autres, un brigadier, un adjudant-chef et un autre adjudant. Vous dire, oui, voilà, c'était à la maison, au palais des congrès, où j'étais arrivé, j'avais garé ma voiture sous la porche présidentielle, chose que je ne pouvais pas faire, qu'aucun être bien sensé, bien pensant ne pouvait faire, que j'avais garé ma voiture sous la porche présidentielle, et qu'ils étaient venus. Sachant que j'étais un proche collaborateur du chef de l'État, ils sont venus me faire même le salut militaire. Ils ont dit, M. Bonnet, est-ce que vous voudrez enlever vos voitures de là, que c'est le monsieur. Alors j'avais répondu, j'avais répliqué en disant que, mais pourquoi dois-je l'enlever? Qui sait, il y a des mots, que cet imbécile, la chose que je ne pouvais pas dire. Il est vrai que je n'avais pas beaucoup de considération pour lui, je le savais russe, je le savais pas très intelligent. Cependant, étant donné que pour ce moment-là, il était le chef de l'État, je ne pouvais pas le dire. Alors quand j'ai crié, j'ai dit, mais quoi? Qui est-ce qui a dit ça? Ah bon? C'est ainsi que vous montez sur le compte des gens et que vous les tuez? Ils me disent, ils ont levé la main, ils disent, non, mais écoutez, mon commandant, nous sommes des officiers, nous avons prêté serment, nous ne pouvons pas mentir. Je ne pouvais pas le cacher, mais j'avais explosé en sanglots. Parce que je n'ai pas pensé à ma personne, je pensais à tous ces autres qu'ils arrêtaient, sur le compte de qui ils mentaient, quand justement ils ont eux-mêmes brûlé nos marchés récemment, et puis disent que c'était plutôt l'opposition qu'ils ont arrêté des innocents, là, dans les prisons. Et de la gendarmerie, sur l'intervention de l'ambassadeur d'Allemagne et d'une dame que je recherche à ce jour, il m'a demandé que l'on m'amène chez lui, à Lomé 2, où je m'étais rendu, et qui demande également ce qui s'est passé. Je lui ai dit la même chose. Je dis, et Assis qui était là, avec le lieutenant Douti, et les deux autres, ils ont également levé les mains pour dire, bon, général, que nous sommes des officiers, nous avons prêté serment, nous ne pouvons pas mentir. Alors, franchement, j'avais eu pitié. Pas pour moi, mais alors pour tous ceux que l'on arrêtait innocemment et qu'on tuait. Et ils vous ont emprisonné? Ah non, non, mais j'ai été relâché à 19h. La scène avait commencé par se passer à 15h, et j'ai été relâché de Lomé 2 à 19h. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, je suis parti prendre ma voiture au palais des congrès. Et vous êtes toujours resté à Lomé ou vous êtes parti en exil? Non, je serais lâche que de partir pour moi, je dis non. Puisque c'est pourquoi j'étais allé. La mission pour laquelle j'avais accepté la présidence, je ne l'avais pas achevée. C'était exactement 1 an après mon entrée à la présidence. Je suis resté pour collecter toutes les informations dont j'avais besoin pendant 2 autres années avant de partir. Et quand est-ce que vous êtes parti alors de Lomé? Je suis parti de Lomé le 6 avril 1982. 6
6 avril 1982. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Non, mais j'avais appris premièrement que l'on cherchait de nouveau à m'arrêter et me tuer. Et c'était deux gendarmes, cabiais, je dis bien cabiais, qui étaient venus me trouver la nuit à minuit pour dire, écoutez, le chef de l'État partait au Gabon. Ordre leur a été donné de m'arrêter, de me tuer en son absence. Et me demandait de quitter le pays avant qu'il ne soit tard. Là, effectivement, je ne pouvais pas le croire parce que je ne savais pas. J'ai essayé de fouiller très vite, rapidement, ma mémoire pour savoir s'il était passé quelque chose entre lui et moi encore. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Et j'ai dit, bon, mais j'ai essayé de le vérifier le lendemain matin tôt, auprès de Madame Duteuil, qui me dit, oui, effectivement, mon nom n'était pas sur la liste de ceux qui allaient au Gabon. C'est là où j'ai compris que, et le lendemain, je suis parti. Alors, ces deux frères Kabié, est-ce que vous les connaissiez avant? Vous avez des relations avec eux pour qu'ils viennent vous prévenir? Non. Vous les connaissiez même pas? Je les connaissais pas. Je ne peux même pas les reconnaître aujourd'hui. Et là, vous avez quitté Lomé? J'ai quitté Pour Lomé. quelle destination? Pour le Bénin. Vous êtes resté au Bénin depuis combien de temps? Je suis resté au Bénin pendant juste 2 semaines. J'étais parti le 6 avril, comme je le disais, avec mes enfants, 3 enfants et leur mère, où le lendemain, je leur ai trouvé une place à bord d'un avion sur Paris. Je suis allé moi-même, je suis resté au Bénin pendant 2 semaines pour voir le président Chagari, qui me connaissait et qui m'appréciait hautement, pour le voir, pour lui dire, mais voilà ce qui se passe. Il y a une autre chose, je ne sais pas s'il faille que je le dise, c'est-à-dire que des chefs d'État sont nombreux qui m'accusent, qui me traitent de con, excusez-moi. Comment est-ce que moi, avec tout ce que j'avais, je pouvais accepter de servir un chef d'État analphabète, un chef d'État peu digne? C'est donc aller voir le président Chagari pour lui dire, mais voilà, et que je partais pour la prendre, et je pars pour revenir et renverser et aller.